Bonsoir à tous. Je voulais savoir d'abord si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Voilà, donc je vais regarder un petit peu le chat pour que vous me disiez les retours. Bonsoir à tous. OK. Vous m'entendez bien? J'ai pas de réponse. Bon, oui, parfait. Bon, d'accord, tout est OK. OK, bon, c'est très bien. Écoutez, d'abord, je voulais remercier, le laboratoire, Physionat, de me donner l'occasion, de vous parler, d'un sujet passionnant qu'est le microbiote intestinal. Un microbiote qui va influencer toute notre santé, qu'elle soit digestive, extra-digestive, et donc c'est quelque chose d'important. Je vais aller chercher mon diaporama. Voilà. Voilà. Écoutez, je vais commencer. Donc, si je l'ai appelé au carrefour de toutes les maladies actuelles, c'est qu'effectivement, on le retrouve impliqué dans toutes les maladies actuelles, et quelles que soient les maladies, à chaque fois. Donc, il peut être plus ou moins impliqué, mais en tout cas, il est pratiquement toujours impliqué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microbiote? On le rappelle peut-être pour ceux qui n'en ont pas la notion, peut-être. C'est un ensemble de micro-organismes, c'est une véritable colonie de microbes qui vit en écosystème. Et dans cette colonie, vous avez des bactéries, vous avez des virus, des parasites, des champignons, et tout ce petit monde-là vit dans un certain équilibre, dans un milieu spécifique. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des microbiotes partout dans les différents lieux. Alors, avant, vous avez entendu parler de la flore intestinale. J'ai oublié de vous dire que si vous avez des questions, c'est vrai que c'est plus simple pour moi que vous me les posiez à la fin, pour que je reste dans le déroulé du diaporama et que je garde une certaine logique de présentation. Je vous remercie. Donc, jusqu'en 1990, les bactéries étaient considérées comme des végétaux. Et en 1990, il y a une nouvelle classification qui fait que les bactéries font plus partie des végétaux. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de microbiote et qu'on ne pouvait plus l'appeler flore intestinale. Certes, c'était plus poétique. Alors, il ne faut pas avoir peur des microbes parce qu'en fait, ils étaient là bien avant nous, bien avant l'arrivée de l'homme sur la Terre. Et donc, c'est très important de comprendre qu'ils sont partout, partout. Ils sont aussi bien dans le ciel, dans les nuages, où ils participent aussi à la pluie. Ils sont dans les océans, même dans les grandes profondeurs, parce qu'il y a des kamikazes partout, même chez eux. Ils sont dans la terre, dans le sol, et aussi dans les légumes automatiquement. Donc, il y a des chercheurs qui ont étudié le microbiote de la pomme bio et le microbiote de la pomme non bio. Ils ont vu des différences, pas des différences de quantité, mais des différences de qualité, donc des microbes beaucoup plus protecteurs au niveau de la pomme bio. Et puis, vous allez trouver ces microbes partout, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous vous déplacez avec vos microbes et vous les emmenez partout. Et vous les trouvez aussi sur les interrupteurs, dans les milieux de transport, au travail, et bien sûr, c'est avec le partenaire de vie qu'on va échanger le plus de microbes. Dans cette colonie, chacun a sa place. Donc, on a tendance à parler de bons, de méchants, etc. Mais s'il y a un équilibre suffisamment riche en bactéries, notamment en bactéries, parce qu'en fait, ce sont les bactéries dont on connaît le mieux le rôle à l'heure actuelle. Donc, si il y a suffisamment de bactéries anti-inflammatoires dans cet équilibre, l'équilibre fonctionnera très bien. Donc, même s'il y a quelques bactéries un peu néfastes, elles seront sous la dominance des bactéries protectrices. Donc, vous comprenez bien que c'est une histoire d'équilibre. Donc, au niveau de l'organisme, ils sont aussi partout. Dans le temps, on pensait qu'on avait certaines zones de stériles, comme par exemple les urines, comme par exemple le cerveau, comme par exemple le sang. Non, tout est habité. La seule différence, c'est qu'effectivement, la prédominance de ces colonies sont au niveau du tube digestif et particulièrement dans l'intestin, le gros intestin, c'est-à-dire celui qu'on appelle le côlon. Alors, ils ne s'implantent pas n'importe où, ces microbes, parce qu'en fait,
ils ont des conditions, ils ont des besoins comme nous, donc ils ont besoin de manger, donc ils vont s'implanter là où ils vont trouver la nourriture qui leur est adaptée. Ils vont avoir aussi des conditions de vie, la température, l'humidité, la présence ou non d'oxygène, et en fonction de ça, les microbes s'établissent dans un endroit plutôt que dans un autre. Alors, ils nous sont complètement indispensables. Et là, maintenant, je pense que tout le monde un petit peu le sait, puisqu'en fait, on sait qu'on a étudié les petites souris de laboratoire qui sont stériles, qui n'ont pas de microbiote intestinal. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles développaient très peu, non seulement leur intestin, il y avait peu de maturation intestinale, mais aussi il y avait peu de maturation du système immunitaire. Et donc, on s'est rendu compte comme ça que ces microbes étaient nécessaires pour qu'on ait un bon système immunitaire pour pouvoir nous défendre. Et donc, ces petites souris, elles étaient plus fragiles, elles avaient plus d'infections, plus d'allergies, elles réagissaient davantage au stress, et elles avaient même des troubles de la croissance. Donc, c'est pour vous dire que ces microbes nous sont vraiment indispensables. Alors, ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent parce qu'en fait, ils sont là, ils ont besoin de manger, ils vivent en communauté, ils sont là pour se multiplier aussi, pour faire d'autres petits microbes. Ils dialoguent entre eux. Bon, ce n'est pas le même dialogue, ce n'est pas le même langage. Là, c'est un dialogue biochimique par l'intermédiaire de molécules biochimiques. Ils font du troc, ils sont capables de troquer les gènes. Donc, tu veux le gène de résistance aux antibiotiques, tiens, voilà, ils troquent. Ils troquent des gènes entre eux et ils sont très, très riches en gènes. Ils ont beaucoup plus de gènes que nous. Ils ont une certaine intelligence, ils sont capables d'attaquer à un moment donné l'individu tout en se groupant quand ils sont néfastes. Et ils ont une certaine cruauté les uns envers les autres, ils sont capables de se tuer entre eux, etc. Donc voilà, donc finalement, ça ressemble complètement à notre société. Ils ont beaucoup plus de gènes. Alors selon qu'on regarde les études de la littérature, ils ne sont jamais d'accord. En tout cas, il y en a beaucoup plus dans ce monde microbien que chez l'homme. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec les statistiques, ça varie, 23 000, 40 000 chez l'homme, 100 fois plus, et même beaucoup plus, etc., chez les microbes. Et donc du coup, surtout retenez bien qu'ils ont un patrimoine génétique beaucoup plus important que nous. Et ce patrimoine génétique nous permet à nous de le récupérer pour pouvoir fabriquer des tas de protéines qu'on ne saurait pas fabriquer, des enzymes par exemple qu'on ne saurait pas fabriquer. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils nous dotent d'une certaine richesse que nous n'avons pas. Alors c'est vrai que des fois on se dit, oh là là, les microbes ils peuvent être méchants, effectivement, et on peut se poser la question, est-ce qu'on a suffisamment de protecteurs pour qu'ils puissent nous défendre de ces microbes plus néfastes? Parce qu'effectivement, si on les tue, quand on veut tuer des microbes, on tue les bons et les mauvais, on tue tout le monde, et donc du coup, ça laisse la place à des microbes plus néfastes de s'implanter. Donc ce n'est pas non plus la solution quand on peut faire autrement, bien sûr. Donc on a tendance maintenant à les inviter, et on sait qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de microbes bénéfiques, et donc on est en train d'essayer de voir comment on peut faire pour faire entrer un petit peu plus la nature dans nos maisons, pour bénéficier justement de ce microbiote végétal qui est très intéressant et qui est protecteur aussi pour nous. On l'invite sous forme d'aliments lactofermentés, vous en avez entendu parler, c'est vraiment très, très à la mode. Et puis les probiotiques, qui sont des germes vivants qu'on apporte à l'organisme pour le soigner. La transplantation fécale, les prébiotiques dont on parlera tout à l'heure. Et puis on crée des objets habités avec des germes, par exemple des anneaux de dentition pour les bébés, par exemple. On essaye de réfléchir sur toutes ces problématiques. Nous avons une relation tellement intime avec notre microbiote que nous sommes en véritable symbiose, et donc on nous appelle, lui et nous, on nous appelle holobiontes. C'est-à-dire holobionte, c'est vraiment l'association de tous ces microbiotes de notre organisme et nous-mêmes, notre organisme nous-mêmes. Donc voilà, c'est un nouveau mot. Le microbiote intestinal, c'est le microbiote de notre organisme le plus abondant. Le plus abondant au niveau de l'organisme, mais aussi il abrite une telle colonie que j'ai trouvé sur certains articles de la littérature qui disaient qu'il n'y avait pas de colonie aussi riche sur Terre. Donc c'est vraiment une colonie très impressionnante. Et de ce fait, c'est assimilé à un organe immense qui est plein de tâches, qui
qui est capable de nous aider dans tout notre fonctionnement de l'organisme et qui est de plus en plus étudié, tout simplement parce que les méthodes de détection ont évolué. Dans le temps, on faisait des cultures et on s'est rendu compte que les bactéries, on ne pouvait pas toutes les cultiver. Et donc là, maintenant, on fait des études de génétique. Et donc là, on arrive à récupérer quand même pas mal de données très intéressantes. Donc, il y a des microbes tout au long du tube digestif. Il y en a beaucoup, beaucoup dans la bouche. Et vous voyez, regardez, moi j'ai trouvé aussi cette notion, plus de bactéries dans nos bouches que d'hommes sur la Terre. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup. Et qu'arrivé au niveau de l'estomac, on a une chute de ce taux de microbes, tout simplement grâce à notre acidité gastrique, qui va moduler cette concentration. Et après, petit à petit, progressivement, le long de l'intestin, on a les populations bactériennes qui vont commencer à croître pour devenir maximales au niveau du gros intestin ou le côlon. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer effectivement et tout ce qui se passe au niveau de tout le chemin digestif. Et si on perturbe, par exemple, on prend des médicaments qui bloquent l'acidité en permanence, en continu, eh bien, on va déséquilibrer complètement les populations sous-jacentes. Donc, c'est vraiment un vrai problème actuellement. On a de plus en plus d'articles dans la littérature qui fait office, qui dit peut-être qu'il faut essayer d'éviter cette prise de médicaments en continu. Alors, cet intestin, c'est un gîte absolument remarquable, un gîte super. Pourquoi? Tout simplement parce que ça bouge beaucoup moins que dans le grêle. Et puis, il y a le marché qui arrive tous les jours, plein de fibres que nous, on ne sait pas digérer. Donc, c'est eux qui en bénéficient et donc ils vont avoir un bel étalage de fibres pour pouvoir se nourrir. Donc voilà, un beau gîte et avec une belle assiette. Donc il leur faut les deux pour pouvoir se multiplier et travailler surtout. Parce qu'en fait, elles ne font pas que de se multiplier, ces bactéries vont travailler pour nous. Ces bactéries représentent 40% du poids des selles. C'est pour vous montrer l'importance du nombre de ces bactéries. Alors, quand on regarde un petit peu quel type de bactéries, parce qu'en fait, on va parler plus bactéries, tout simplement, parce que la science est plus avancée sur le monde bactérien, par exemple, que sur le monde viral. Ça viendra, on va parler bientôt du virobiote. On commence à trouver de plus en plus d'articles dans la littérature, mais ça va venir. Donc là, on va parler surtout des bactéries, pour vous montrer que finalement, quand on parle de grandes familles, ça s'appelle les phylums, les phyla, enfin les grandes familles. Vous voyez que par exemple, la grande famille des firmicutes, elle abrite les lactobacilles que vous connaissez bien. Donc quand on parle des lactobacilles, on est là sur cette échelle de classification. On est lactobacillus, on est au niveau du genre. On n'est pas du tout au niveau de l'espèce, puisqu'après, il y a différents types de lactobacilles. Là, par exemple, il y avait l'exemple de Rhamnosus. Et selon les espèces, on va avoir, notamment je parle pour les probiotiques, on va avoir des effets qui sont complètement différents, qui sont espèces dépendantes. Alors, le microbiote, quand on regarde les grands phyla, c'est-à-dire vraiment les grandes familles, on voit qu'il y a beaucoup de firmicutes, des bactéroïdètes et aussi des actinobactéries que vous connaissez mieux sous le nom de bifides. Et puis, il y a un petit peu de protéobactéries qui sont des Escherichia coli, mais ce n'est pas un nombre important. C'est une petite quantité. Alors, je vous ai mis un petit tableau de classification pour que vous vous rendiez compte à quoi correspondent les noms pour ceux qui y sont intéressés. Alors, c'est quoi un microbiote sain qui va nous protéger des maladies? C'est un microbiote très diversifié. Une grande diversification avec un nombre élevé de gènes, et donc ça veut dire qu'il va fonctionner très, très bien. Il a la capacité de s'adapter à des situations de stress potentiel, parce qu'il peut être soumis à des stress potentiels, et il est capable de s'adapter et de vite réagir. Par exemple, vous ne mangez pas bien pendant un jour ou deux, s'il est en bonne santé, il va pouvoir retrouver rapidement son équilibre. On le déséquilibre très vite, il faut le savoir.
Juste, je voulais vous parler du French Gut. C'est un projet où on a besoin de tout le monde pour faire des études, justement, pour faire avancer la science au niveau des études du microbiote. Et donc, si vous tapez French Gut sur Internet, vous pourrez tout à fait voir comment vous pouvez vous inscrire à ce French Gut. En fait, l'idée, c'est d'avoir le plus de microbiote possible, le plus d'échantillons de sel. Ils ont reçu à l'heure actuelle 4800 échantillons. Et l'objectif, c'est 100 000. Donc, voilà, donc ils attendent des recueils de sel. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez aller voir sur Internet et puis participer à cette grande étude nationale, bien sûr. Alors, quelques vedettes à haut potentiel anti-inflammatoire, comme par exemple Faecalibacterium pronitsi, ils ont tous des noms un peu particuliers, Rosburgia intestinalis, et ces deux types de bactéries sont très protectrices pour la santé intestinale, notamment dans les maladies de Crohn, les maladies inflammatoires du côlon. Et puis Akkermansia municiphala, c'est surtout, elle est très, très impliquée dans la santé métabolique, c'est-à-dire les problèmes d'obésité et de diabète. Et dans quelques temps, on aura probablement des probiotiques dérivés de ce type de bactéries pour avoir un effet plus médicamenteux sur une pathologie donnée. Ce microbiote, il est un peu unique, c'est-à-dire que chacun, il a son microbiote. Nous n'avons pas le même microbiote et on partage simplement, par exemple, entre nous, 15 à 20 espèces. C'est tout. Tout le reste, c'est des espèces différentes et pourtant, on va fonctionner tous pareil avec d'autres types de bactéries. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, cette empreinte, elle est modulable par beaucoup de choses. Le mode de naissance, qui va influencer le microbiote du bébé. C'est sûr que c'est plus intéressant pour lui de naître par voie naturelle que par césarienne. L'âge va influencer aussi le microbiote. On s'est rendu compte que que plus on avançait en âge et moins le microbiote était diversifié et que sûrement qu'un bon microbiote serait sûrement un facteur de longévité. Donc tout ça, c'est encore à confirmer, mais c'est intéressant. Et donc la santé même, c'est-à-dire quand on est malade, qu'on prend des médicaments, ça va influencer aussi le microbiote. Tous les aliments vont influencer aussi le microbiote, les polluants, l'activité physique, les médicaments, le stress, voilà. Et la génétique, bien sûr, qui est incontournable, elle participe un petit peu à tout. Mais les facteurs de l'environnement vont jouer un rôle beaucoup plus important dans ce domaine que la génétique. Surtout que la génétique peut être influencée dans son mode d'expression par les facteurs de l'environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, les fonctions du microbiote, elles sont extrêmement importantes, extrêmement nombreuses. On va en citer que quelques-unes, bien sûr, parce que sinon, je vais vous noyer. Alors, une des fonctions les plus importantes, c'est de nous défendre des microbes ennemis. Et c'est, si je vous ai représenté une tranchée, c'est parce qu'en fait, ces microbes protecteurs, ils vont se nicher dans des petits sites. Ils sont prêts à bombarder l'ennemi avec des molécules antibiotiques qui savent fabriquer, qu'on appelle des bactériocines, et ils sont capables aussi de prévenir les alliés, nos lymphocytes, en cas de besoin. Donc, une véritable stratégie de guerre pour nous défendre. Ils protègent l'intestin. L'intestin, c'est une belle barrière, justement, entre eux et puis tout notre organisme interne. Et donc, ils vont jouer sur plein de paramètres. Par exemple, ils vont augmenter la couche de mucus qui nous protège justement des microbes, par exemple. Et puis des antigènes alimentaires, etc. Donc, cette couche de mucus, elle est importante. Ils vont jouer aussi sur les jonctions entre les cellules, c'est-à-dire qu'ils peuvent resserrer un petit peu ces jonctions, c'est-à-dire faire l'étanchéité de cette muqueuse, ou au contraire, ils peuvent relâcher si le microbiote est perturbé. Et donc, une augmentation de la perméabilité intestinale, ça va être l'ouverture vers un passage d'intrus qui soient bactériens ou alimentaires et qui vont déclencher à distance une inflammation au niveau sanguin et au niveau des différents organes. Et puis, il joue sur le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire que la muqueuse fait peau neuve à peu près tous les 3-4 jours. Et donc, les cellules changent, se renouvellent, et il influence bien sûr ce renouvellement pour que l'intestin soit toujours impeccable. Vous voyez, il a un rôle extrêmement important. Il est capable, donc on l'a vu tout à l'heure, d'influencer notre immunité, aussi bien notre
immunité, c'est-à-dire notre système de défense, mais aussi bien notre tolérance, c'est-à-dire arriver à tolérer les protéines, par exemple alimentaires, étrangères, pour qu'on ne fasse pas d'intolérance alimentaire, par exemple. Donc c'est important, et il a cette double action, d'une part il nous défend, d'autre part il accepte de tolérer certaines protéines étrangères, aussi comme les microbes résidents, pour pas qu'on réagisse contre les microbes résidents. Alors, il a une fonctionnalité très importante, il participe à la digestion. Ce qu'on disait tout à l'heure, les fibres, on ne sait pas les digérer, donc du coup, c'est ce microbiote qui va digérer ces fibres. Alors, comment ça se passe? Ça se passe un peu comme dans une petite usine, c'est-à-dire que les grosses fibres vont être prises en charge par certains types de bactéries qui sont capables de couper ces fibres. Au passage, ces bactéries vont se nourrir et vont libérer des petites fibres plus petites qui vont être prises en charge par d'autres types de bactéries, etc., jusqu'à la fin de la chaîne de fabrication pour arriver à fabriquer quelque chose d'étonnant pour nous, qui sont des acides gras à courte chaîne, qu'on va voir tout à l'heure, et qui sont essentiels pour notre santé. Donc, de cette chaîne, vous comprenez bien qu'il ne faut pas qu'il y ait de chaînon manquant. C'est-à-dire que tous les types de bactéries doivent être présentes pour assurer cette digestion des fibres. Et il y a beaucoup de fibres qui arrivent si vous en mangez beaucoup. Et donc, plus vous en mangez beaucoup, et plus vous allez produire des molécules intéressantes qu'on appelle des acides gras courte chaîne. Voilà, à partir des fibres, on fabrique du butyrate, de l'acétate, du propionate, qui sont des acides gras hyper intéressants, qui jouent un peu le rôle, un peu comme des petites hormones au niveau de nos cellules, qui vont jouer sur l'équilibre de notre état immunitaire, sur notre inflammation et sur différents types de métabolisme. Et donc, ils vont influencer tous nos métabolismes, ils vont avoir un rôle extrêmement important. Et donc, si on ne produit pas suffisamment de ces acides gras à courte chaîne au niveau de l'intestin, eh ben, on n'aura pas tout ce côté protecteur qui est essentiel pour notre santé. Alors, qu'en est-il au niveau des protéines? Nous, les protéines, on sait les digérer à la différence des fibres. Mais si par contre on en apporte trop au niveau de l'organisme, ben, il va y en avoir plus qui vont arriver au niveau du gros intestin. Et donc, on s'est rendu compte qu'en France, il y avait pas mal de gens qui mangeaient plus de protéines que la dose recommandée. À partir de ces protéines, les bactéries vont dégrader ces protéines et vont fabriquer des acides aminés. Des acides aminés qui vont être, qui vont donner naissance à des produits potentiellement toxiques, comme par exemple l'ammoniac, du sulfure d'hydrogène, etc., qui vont être toxiques, par exemple, pour la muqueuse intestinale, voilà, qui vont jouer un rôle dans les douleurs de l'intestin, par exemple, etc. Mais pas que. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir suffisamment de fibres dans l'alimentation pour avoir cet équilibre entre beaucoup de fibres qui arrivent au niveau de l'intestin et peu de protéines qui arrivent. Alors par exemple, ils sont capables de digérer les polyphénols. Peut-être que vous avez entendu parler de ces polyphénols, c'est des super antioxydants, anti-inflammatoires. Donc ils jouent un rôle fabuleux pour notre santé. Et ces polyphénols, le problème, c'est que ce sont des grosses molécules et que nous, c'est pas forcément, on n'arrive pas à les dégrader. Donc, on va en absorber à peu près 10% dans le grêle. Et puis, il va y avoir 90% qui arrivent au niveau du côlon. Alors, c'est la fête au niveau du côlon parce que les bactéries, elles adorent les polyphénols. Et donc, elles vont les dégrader et elles vont s'en nourrir au passage. Et donc, ces polyphénols vont avoir un véritable effet prébiotique, c'est-à-dire que ça va stimuler leur croissance et leur développement. Donc, quelque chose de très positif. Donc, quand vous apportez des aliments riches en ces antioxydants, les polyphénols qu'on verra tout à l'heure, eh ben, vous enrichissez aussi votre microbiote. Et ces petites molécules, puisqu'ils dégradent ces petites molécules, ils nous en font des petits morceaux que nous, on va réabsorber et qui vont aussi nous servir pour nous, pour notre santé. Voilà un véritable partenariat absolument extraordinaire. Et ces polyphénols, ils vont avoir un rôle antidiabétique, anti-cancer, anti-inflammatoire, protecteur du cerveau, protecteur cardiovasculaire, etc. Absolument fabuleux. Le microbiote, il influence le métabolisme énergétique. Alors, si on se met à calculer les calories, peut-être qu'on peut se gourer parce qu'en fait, il peut modifier l'extraction calorique des aliments. Donc,
Quand on veut faire quelque chose, et finalement on se rend compte que ce microbiote, il influence tout et qu'il perturbe les données qu'on avait antérieurement. Il est capable aussi d'influencer notre satiété, comme nous, on est capable aussi d'influencer notre satiété quand on a mangé en 20 minutes, grâce aux molécules qu'on va fabriquer au niveau du cerveau. Mais aussi, le microbiote, il est capable aussi d'intervenir et de favoriser la satiété, le microbiote intestinal, mais aussi, paraît-il maintenant, le microbiote buccal. Il est capable de fabriquer des vitamines et des acides aminés. Il fabrique les vitamines K, B12, B8, B9, B5, et puis des acides aminés essentiels aussi. Il est capable de détoxifier les molécules étrangères, comme les médicaments, ce qui veut dire que quand il va se mêler des médicaments pour les métaboliser, il peut se passer deux choses. Soit le médicament peut devenir inactif, soit il peut passer en surdosage, parce qu'effectivement, l'action va être très différente selon le type de médicament. Donc ça veut dire que c'est très compliqué pour l'instant de comprendre l'effet des médicaments par rapport au microbiote. Je pense que dans un avenir plus proche, on saura exactement quel type de microbes vont influencer tel type de médicament. Mais voilà, ça, c'est pour après-demain. Il intervient dans divers mécanismes de régulation, comme l'absorption des acides gras, l'absorption du calcium, du magnésium, du fer. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'il augmente l'absorption du calcium, par exemple, au niveau de l'intestin. Donc, ça veut dire que c'est intéressant pour la protection de l'os. Et on sait qu'actuellement, le microbiote intestinal intervient dans le métabolisme osseux et donc nous protège aussi de l'ostéoporose, avec d'autres facteurs aussi de protection. Il n'est pas le seul, mais il participe aussi à cette protection pour avoir une bonne santé osseuse. Il régule la motricité digestive. La motricité digestive, c'est-à-dire qu'elle a pour but de bien véhiculer les aliments et puis d'empêcher que ça prolifère trop au niveau de l'intestin grêle et que les microbes, ils aillent bien plutôt vers le côlon et qui ne remontent pas, surtout du côlon vers le grêle. Quand on prend des animaux sans germes de laboratoire, on se rend compte que non seulement l'intestin n'est pas maturé, comme on a vu tout à l'heure, le système immunitaire non plus, mais surtout la motricité est perturbée. C'est-à-dire que la vidange gastrique est ralentie, digère moins bien, et le transit intestinal est ralenti. Donc ça veut dire que si vous avez des troubles de la vidange gastrique et si vous avez un transit intestinal ralenti, peut-être aussi que c'est le microbiote qui ne vous aide pas. Il dialogue avec tout l'organisme, tout l'organisme, notamment le cerveau. Alors sûrement que vous connaissez cette petite expérience que je vous avais déjà racontée une fois antérieure et que montrait comment le microbiote dialogue avec le cerveau. C'est des travaux d'un gastro-entérologue canadien qui s'appelle Collins. Il a pris deux lots de souris, un lot de souris qui avait un comportement timide anxieux, un lot de souris qui avait un comportement téméraire, et en modifiant les microbiotes, c'est-à-dire en faisant des transplantations de microbiotes, en inversant les microbiotes, il s'est rendu compte qu'il inversait les caractères de ces petites souris. Là, vous dites, finalement, quand je ne suis pas bien, etc., si je suis anxieux, si je suis dépressif, etc., finalement, c'est moi ou c'est mon microbiote. Probablement que c'est les deux. Alors, ce microbiote intestinal, il jouit d'un équilibre étonnant entre, d'une part, l'intestin, puisqu'il est vraiment dans l'intestin, et le système immunitaire. Vous savez que l'intestin, c'est l'organe immunitaire le plus abondant. Le système immunitaire est très abondant au niveau de l'intestin. Quand le microbiote est malade, on l'appelle dysbiose. Et quand il est en dysbiose, c'est-à-dire quand il est malade, c'est qu'en fait, il y a une diminution des protecteurs, une augmentation des pathogènes, mais surtout, une baisse de la biodiversité. Quand ce microbiote est malade, il va favoriser des troubles digestifs, des infections urinaires, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des douleurs articulaires, des allergies, des maladies auto-immunes, des carences en fer. Tout ça sous l'influence de médicaments, de stress chronique, de l'excès de gras, de sucre dans l'assiette, de l'excès de sel, de l'excès de pesticides, d'additifs. Si le transit est perturbé, que ce soit la diarrhée ou la constipation, ça ne lui convient pas bien. Si vous êtes trop sédentaire, si vous ne dormez pas bien, parce que lui, il a besoin d'un certain rythme pour vivre, et donc quand on ne dort pas bien, lui, on le perturbe aussi. Et donc, dès qu'il est malade, dès qu'il est en dysbiose, il favorise un état inflammatoire
avec une augmentation de la perméabilité de l'intestin. On a vu tout à l'heure qu'il joue un rôle très important sur la perméabilité de l'intestin. Et donc, cette augmentation de la perméabilité intestinale va favoriser un état inflammatoire. Et cet état inflammatoire va aussi déséquilibrer cet équilibre microbien. Et vous voyez que ça tourne en rond, ça fait des véritables cercles vicieux dont plus on attend et plus c'est difficile un petit peu de corriger. Se rajoute aussi le stress oxydatif qui est favorisé par l'inflammation, mais aussi par le déséquilibre du microbiote, mais aussi par l'augmentation de la perméabilité. Et inflammation, hyperperméabilité, déséquilibre du microbiote et stress oxydatif, c'est ce qu'on va retrouver à l'heure actuelle dans toutes les maladies chroniques, toutes. Voilà. Donc ça veut dire que pour corriger une maladie chronique, on a intérêt à corriger son microbiote, mais aussi à apporter des aliments très anti-inflammatoires et antioxydants. Et quand on corrige son microbiote, on va pouvoir corriger aussi sa perméabilité intestinale. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand le microbiote est malade et que la perméabilité de l'intestin est augmentée? Vous avez des petits morceaux de bactéries qu'on appelle les LPS qui vont traverser la muqueuse intestinale perméable, qui vont arriver dans le sang et qui vont se fixer sur des petites cellules au niveau du foie, du muscle, des tissus adipeux. Et en se fixant sur ces cellules vont fabriquer des molécules de l'inflammation. Voilà comment on explique le passage de ce déséquilibre du microbiote, avec hyperperméabilité, à un état inflammatoire. Plus la dysbiose est importante, plus la réaction inflammatoire va être importante. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans l'obésité abdominale. L'obésité abdominale, il ne faut pas garder son gros ventre. Son gros ventre, c'est vrai. Plus vous avez un ventre augmenté de taille, de volume, et plus vous aurez un état inflammatoire important, il sera proportionnel par rapport à l'obésité abdominale. Et quand vous allez perdre ces petits kilos sur le ventre, votre état inflammatoire va diminuer. Et ça, c'est très important de comprendre ça, que cette obésité abdominale fait le lien entre toutes les maladies aussi, c'est-à-dire par exemple le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc c'est quelque chose à corriger. Donc voilà, de l'obésité, vous arrivez aux maladies cardiovasculaires, aux maladies du foie, vous savez, le foie gras, après qui peut évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie, l'athérosclérose, c'est-à-dire que les artères se bouchent, le diabète, etc. Ce microbiote, il va être impliqué partout. Il va être impliqué dans les maladies métaboliques, donc comme on le disait tout à l'heure, obésité, surpoids aussi. Donc, un petit surpoids aussi n'est pas favorable à la santé. C'est moins embêtant que d'avoir une obésité, mais ce n'est pas favorable non plus. Stéatose, c'est-à-dire le foie gras, diabète, troubles lipidiques, tout ça, voilà, il est impliqué là-dedans. Il est impliqué dans les maladies digestives, intestin irritable, maladie de Crohn, rectocolite. Il est impliqué dans toutes les maladies du cerveau, dans le stress important, le stress chronique, quoi. Mais aussi le comportement anxieux, dépressif, et puis dans toutes les maladies dégénératives, comme par exemple le Parkinson. Et en fait, il y a plein d'explications qui montrent le lien entre ce microbiote et les maladies du cerveau. Tout simplement, par exemple, parce qu'on sait que quand vous avez ce petit passage de molécules bactériennes qui traversent les intestins, ils vont induire une neuroinflammation. Et ce microbiote intestinal régule la barrière entre le sang et les méninges. Donc ça, vous voyez, ça va loin. On n'est pas simplement localisé au niveau du microbiote intestinal. Le microbiote est impliqué dans plein d'autres maladies, comme les maladies du foie, on l'a vu tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, les maladies articulaires, les maladies de la peau, l'allergie, les maladies auto-immunes. Je me suis dit, peut-être qu'il n'est pas impliqué dans les calculs rénaux. Puis j'ai trouvé des articles parce que je me dis, dans quoi il ne serait pas impliqué finalement? Et un jour, je fais une conférence à Toulon sur le microbiote. Et puis j'ai quelqu'un qui me demande, est-ce qu'il serait impliqué dans les maladies de l'œil? Écoutez, je dis, c'est vrai. Pourquoi il ne serait pas impliqué? Mais c'est vrai que je n'ai pas cherché dans ce domaine.
Et donc le soir, je suis rentrée, j'ai cherché et effectivement, il existe un microbiote de l'œil et le microbiote intestinal serait aussi impliqué dans les maladies, de l'œil, que ce soit le glaucome, la DMLA et cetera. Donc bien sûr, on n'a pas autant d'articles à l'heure actuelle qu'au niveau des maladies cardiovasculaires, du diabète, du foie gras et cetera, hein. Si on n'a que quelques petites études, mais voilà, on est en train de montrer que finalement, il est impliqué un peu dans toutes les pathologies. Ce microbiote, peu diversifié, donc qui témoigne de toutes ces maladies chroniques, en fait, il nous fait évoquer le lien entre la baisse de la biodiversité au niveau de notre planète, hein, baisse de la biodiversité à tous les niveaux, que ce soit au niveau du sol, de la microbiologie du sol, que ce soit au niveau de la faune, la flore, etc. Donc, en fait, on se rend compte que les maladies actuelles, finalement, c'est un peu comme les maladies de la planète, quoi. Voilà. On est lié à notre planète et il faut en prendre conscience que quand l'homme est malade, la planète est malade et quand la planète est malade, l'homme devient malade. Tout ça, c'est lié parce qu'effectivement, les médicaments vont polluer les nappes, vont polluer l'eau et puis après les espèces aquatiques et puis l'homme va remanger les espèces aquatiques, se recontaminer, et cetera. En fait, on se rend compte que tout est lié et que, par exemple, quand, vous avez une terre en bonne santé, bah, vous allez avoir un sol riche, heu, en microbes, en vitamines, en minéraux, et cetera et donc vous allez avoir un légume plus riche que vous allez apporter à l'organisme. Donc il faut bien prendre conscience de ça, c'est qu'on est vraiment très intimement lié à notre environnement. Donc on a compris que notre santé est liée à celle du microbiote intestinal et que ce microbiote, il est à l'interface entre les facteurs de l'environnement et notre, métabolisme interne. Et donc, c'est pour ça que ça joue un rôle très important. Ces facteurs de l'environnement peuvent aussi d'ailleurs directement influencer l'homme. Mais ces facteurs d'environnement vont jouer un rôle très important, hein. Comme on a vu tout à l'heure, ils vont influencer l'équilibre du microbiote, l'alimentation, l'activité physique, la pollution, tout va influencer le microbiote. Alors justement, quels sont les besoins du microbiote? Comment on va le faire pour le protéger? Donc, on a des études qui montrent que quand on analyse le microbiote de populations africaines et de populations européennes, bien sûr, c'est pas le même. On n'a pas le même microbiote, tout simplement parce que, en Afrique, ils mangent beaucoup, enfin, surtout avant, ils mangeaient beaucoup, beaucoup plus de fibres que nous. La quantité de fibres, chez les Européens, par exemple, a vraiment nettement diminué au fil du temps. Alors, comment va-t-on faire pour enrichir ce microbiote? On va lui apporter des fibres, vous avez compris, c'est essentiel d'apporter des fibres pour avoir ces acides gras courte chaîne qui vont jouer un rôle irremplaçable pour notre santé. Donc il faut apporter des fibres. On va apporter des polyphénols, des super antioxydants qui vont être intéressants pour nous, pour, euh, pour tout, pour la peau, pour tout, etc. Mais surtout aussi pour le microbiote qui va jouer un rôle protecteur pour nous et qui va nous en relivrer, comme on a vu tout à l'heure, des petits morceaux. Très intéressant aussi les oméga 3 qui vont jouer un rôle important. On sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'oméga 3 dans l'alimentation. Et puis, des protéines végétales qui sont intéressantes. Alors, les fibres prébiotiques. Qu'est-ce qu'on appelle fibres prébiotiques? Prébiotiques, ça veut dire que vous allez apporter des fibres euh, qui vont favoriser la croissance et la multiplication de ces bactéries protectrices. C'est ça, prébiotique. Et vous avez des fibres qui ne sont pas prébiotiques et qui vont moins favoriser la croissance, la prolifération de bonnes bactéries. Faut-il autant s'en passer? Non, parce qu'en fait, ces fibres non prébiotiques vont agir sur le transit intestinal. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont aider au transit intestinal pour que le gîte soit confortable pour nos bonnes bactéries. Donc c'est pour vous dire que toutes les fibres vont être intéressantes. Mais ces fibres prébiotiques, c'est celles qui ont été remarquées pour effectivement favoriser la croissance des bactéries protectrices. Alors, vous avez différents types de fibres et c'est là où c'est très important de comprendre. Vous avez des fructanes, vous voyez, c'est la première colonne, avec les endives et avec les asperges, les topinambours, etc. Vous avez les amidons résistants, qui sont par exemple les pommes de terre ou les légumes
légumineuses, etc., ou les céréales que vous avez faites cuire et que vous avez mis un petit peu au réfrigérateur et que vous les avez mangées tièdes le lendemain, parce que du coup, le fait de mettre au réfrigérateur un aliment cuit de ce type va permettre à l'amidon de rétrograder, de se modifier et donc devenir moins digestible. On échange plus de gaz, bien sûr, mais plus intéressant pour le microbiote, comme aussi ce que vous avez dans les bananes vertes. Là, il n'y a pas besoin de les cuire. Et puis, vous avez les bêta-glucanes. Les bêta-glucanes qui sont des fibres très particulières qu'on va trouver dans le seigle, l'avoine, l'orge et les shiitake. Vous voyez que ce n'est pas dans beaucoup d'aliments. Donc, ce qui veut dire que selon le type de fibre, vous allez favoriser tel ou tel type de bactéries. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus vous allez varier les fibres, plus vous n'allez pas avoir de chaînons manquants pour fabriquer vos acides gras courte chaîne, et plus vous allez avoir de biodiversité. D'accord? Ça, c'est très important de comprendre qu'il va falloir vraiment varier les fibres. Alors, on a dit que finalement, on allait consommer toutes les fibres, que c'était intéressant. Les fruits, les légumes secs, les céréales complètes, les oléagineux. Les antioxydants, les polyphénols. Notre huile d'olive, notre belle huile d'olive, riche en polyphénols. Donc, elle n'a pas d'oméga 3, mais elle est très riche en polyphénols. Donc, il faut l'intégrer dans l'alimentation. Les baies rouges, tous les petits fruits rouges, les agrumes, toute la famille des choux, les artichauts, les herbes aromatiques, les épices, le thé vert, le chocolat, très fort en cacao, 70-80%. Les acides gras oméga 3, donc on l'a dans la colza, comme on a dit, mais aussi on l'a dans les noix, dans l'huile de cameline. Vous avez un pourcentage d'oméga 3 beaucoup plus intéressant que dans la colza, 3 fois plus d'oméga 3. En gros, dans une huile de colza, vous avez 10% à peu près d'oméga 3, et dans une huile de cameline, vous avez 30%. Après, vous avez aussi les graines de lin, éventuellement. Vous avez la mâche, vous avez le pourpier, vous avez les algues et vous avez les petits poissons gras. Quand on apporte trop d'oméga 6 à notre organisme, ce qui se passe actuellement au niveau de la population française, et qu'on n'amène pas suffisamment d'oméga 3, on a un déséquilibre au niveau de l'inflammation. C'est-à-dire qu'à partir des oméga 6, notre organisme fabrique des molécules inflammatoires, alors qu'à partir des oméga 3, des molécules anti-inflammatoires. Et il faut donc qu'il y ait juste un bon équilibre entre les deux pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de faire uniquement que des oméga 3. Le microbiote des aliments crus influence le microbiote résident. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quand vous allez manger des aliments crus, en fonction bien sûr de la qualité de cet aliment cru, en fonction de la qualité du sol dans lequel il a poussé, eh bien, vous allez contribuer à la biodiversité au passage. Donc, momentanément, il va y avoir des bactéries qui vont passer et qui vont aider le microbiote à fonctionner. Donc, c'est la mode des lactofermentés. Ce sont les 2 flacons à droite. Mais aussi intéressant de manger des graines germées, des micro-pousses, tout ça pour leur richesse en vitamines, en minéraux. Alors, le microbiote, il apprécie de dormir à heure régulière, qu'on bouge, qu'on mange à heure régulière. Pas facile, selon la profession de chacun. Il n'aime pas l'eau chlorée du robinet. Il n'aime pas qu'on fume. Il n'aime pas qu'on prenne de l'alcool. C'est difficile, ce petit microbiote. Il n'aime pas les édulcorants. Il n'aime pas le fructose industriel, pas le fructose des fruits, mais le fructose industriel qui est planqué dans les aliments. Les aliments ultra transformés, ça, il n'aime pas du tout. Tous les additifs, les produits allégés. Il n'aime pas les cuissons de température. Il n'aime pas les acides gras trans que vous allez trouver dans les viennoiseries. Voilà, donc en fait, il n'aime pas non plus qu'on soit stressé de manière chronique, etc. Donc en fait, il est très sensible et très fragile. Donc finalement, tout ce qui est bon pour nous est bon pour le microbiote. Et tout ce qui est bon pour le microbiote, finalement, c'est bon pour nous. Donc tout ce que je vous ai raconté, là, qui est intéressant, les fibres, les polyphénols, les antioxydants, etc., tout ça, les oméga 3, on sait depuis longtemps que tout ça, c'est bon pour notre santé.
Et donc, peut-être que ça passe par le biais de notre microbiote qu'on alimente comme il faut correctement. Alors, quand il est malade, ce microbiote, donc non seulement on peut prévenir en ayant une alimentation très adaptée, comme on a vu précédemment, mais aussi on peut lui donner des antibiotiques. Mais bon, on sait très bien que c'est quand on n'a pas le choix qu'on ne peut pas faire autrement, parce que sinon on déséquilibre tous les équilibres justement entre les bactéries, on en tue beaucoup et on développe des résistances. On a la phytothérapie avec les huiles essentielles qui est intéressante, qui peut aussi avoir une action intéressante sur la santé du microbiote. On a les probiotiques, donc c'est des germes vivants. Et on a des prébiotiques, comme ceux que vous avez chez Physionat, qui sont à fibres diversifiées. Ce n'est pas fréquent de trouver des prébiotiques à fibres diversifiées pour augmenter la biodiversité de ce microbiote. Et puis on a la transplantation fécale qui est uniquement faite que dans des cas de colite infectieuse sévère, etc. Pour l'instant, on n'a pas d'autorisation pour l'utiliser dans d'autres pathologies. Alors, juste voilà, des petites définitions. Le prébiotique, c'est la nourriture pour le microbiote protecteur, c'est-à-dire ce sont les fibres. Le probiotique, c'est des microbes vivants protecteurs. Les symbiotiques, c'est quand on associe prébiotiques et probiotiques dans un même complément. Les postbiotiques, ce sont les produits fabriqués par le microbiote qui sont protecteurs, comme par exemple des acides gras courte chaîne. Et des parabiotiques, ce sont des microbes inactivés protecteurs, c'est-à-dire par exemple des choses que vous connaissez bien, l'ultralevure, le lactéo, par exemple. Voilà quelques définitions pour vous resituer un petit peu les compléments autour du microbiote. Donc, en conclusion, la dysbiose avec baisse de la biodiversité est retrouvée dans les maladies actuelles. Dans toutes les maladies actuelles, on pourrait même insister. Le mode de vie, l'alimentation influence largement le microbiote et donc il faut à la fois lui faire plaisir, mais aussi nous faire plaisir avec des bons petits plats parce que sinon on ne va pas tenir sur la longueur. Donc il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bon, etc. pour qu'on en bénéficie lui et nous. Voilà, donc toujours des recettes appétissantes avec pas mal d'aliments crus, puisque pas exclusivement bien sûr, parce que certains aliments se prêtent plus à la cuisson, mais aussi du cru dans l'assiette. On a pas mal d'études qui montrent que c'est intéressant aussi d'amener le cru dans l'assiette. Et puis tout ce que je vous ai raconté, il faut bien prendre conscience que la recherche évolue et que peut-être ça va encore changer quand on va avoir les analyses du virobiote. En tout cas, le traitement de demain, ça sera basé sur le microbiote et la prévention. Sûrement une meilleure connaissance du microbiote et de mieux le traiter par rapport à ce qu'on aura analysé au niveau du microbiote. Voilà, donc voilà le Prébiomax qui permet d'apporter plusieurs types de fibres, donc de l'inuline, de la gomme d'acacia, de la bêta-glucane, des fosses de betterave. Donc, pour vous dire qu'effectivement, quand on choisit un prébiotique, il vaut mieux le choisir riche en multifibres, voilà, pour avoir un effet bénéfique sur la biodiversité. Là, on est carrément avec Florium, c'est le probiotique, donc on apporte les germes vivants, les oméga 3 qui sont nécessaires aux protecteurs, à la protection du microbiote, et le magnésium pour équilibrer le stress qui joue un rôle important. Et les antioxydants, voilà. Donc bien sûr, on va se faire conseiller par un professionnel de santé pour essayer d'associer au mieux les compléments pour savoir ce qui est vraiment utile pour notre santé. Et puis, si vous voulez avoir des fiches de nutrition que vous pouvez télécharger gratuitement, vous pouvez aller sur mon site ivabien.fr. Vous pouvez même vous abonner à la newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe, des conférences, des lives, des conférences dans le Var et puis des conférences aussi sur le web. Voilà, les fiches gratuites sur la nutrition que vous pouvez avoir. Pour ceux qui sont intéressés et d'aller plus loin
sur le microbiote, par exemple. Vous avez Maigrir de plaisir en charmant ces bactéries, qui est un livre un petit peu plus scientifique par rapport à, par exemple, Je rééquilibre mon microbiote, qui est plus simple et qui est facile à lire et facile à faire. Et puis, vous avez sur le microbiote aussi, vous avez le guide de la santé du ventre, qui est un guide qui est vraiment un gros livre épais où vous avez 40 pathologies et symptômes, et puis toute la physio, la natte et toute l'étude du microbiote aussi que vous avez dans ce livre-là. Voilà. Donc comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr compléter. Écoutez, je vais regarder si vous avez des questions. Est-ce que d'abord, ça vous a intéressé? Alors, très intéressant. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci à tous. Alors, le butyrate, effectivement, c'est un des acides gras courte chaîne qui est fabriqué par le microbiote, qui pourrait être intéressant à utiliser. Mais c'est sûr que ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir un microbiote diversifié qui fonctionne bien, qui fabrique lui-même ses bons acides gras et ses courtes chaînes. Alors après, que ça puisse aider, bien sûr, hein, tous les compléments ont leur rôle et leur fonctionnalité et peuvent aider. Alors, quand vous me posez la question, quand vous avez un SIBO. Alors le SIBO, c'est une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, les gens qui ont un SIBO, ils ont beaucoup de gaz, beaucoup de mal au ventre, etc. Et donc, les, les bactéries ne sont pas faites pour être vraiment dans l'intestin grêle, elles sont faites surtout pour être dans le côlon. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intestin grêle, c'est le lieu où nous absorbons. Nous absorbons tous les nutriments. Et donc, si on a trop de bactéries à cet endroit-là, on va avoir une compétition entre nous, notre absorption, et le microbiote. Donc, bien sûr, vous avez tout un article sur le SIBO, donc c'est un peu particulier le SIBO, et vous avez tout un article dans le guide santé du ventre, voilà. Donc comment on le dépiste, etc. Donc désolée pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, s'il y en a une, Viviane, qui n'a pas pu se connecter. Alors, quand on a une prolifération de bactéries au niveau de l'intestin grêle, c'est vrai que ce n'est pas toujours favorable de prendre tout de suite un probiotique. L'idéal, c'est de commencer à désinfecter déjà ce microbiote, hein, commencer à travailler, par exemple, avec un thérapeute sur les huiles essentielles pour essayer de travailler sur ce SIBO. Et après, dans un deuxième temps, on pourra enrichir avec des probiotiques ou des prébiotiques, mais pas au départ. Voilà, j'ai l'impression que... Alors oui, effectivement, le microbiote interagit sur toutes les maladies neurologiques. Je n'ai pas spécialement étudié les démences, mais bon, vous voyez que quand on étudie, quelle que soit la pathologie qu'on recherche dans la littérature, on trouve des liens entre le microbiote intestinal et justement cette pathologie, parce que je vous ai donné l'exemple, par exemple, au niveau de l'œil. Donc il intervient partout. Et donc, c'est une clé que de pouvoir soigner son microbiote comme il faut pour justement avoir une meilleure santé. Je crois qu'à l'heure actuelle, on en est conscient. Et les médicaments de demain seront basés sur le traitement du microbiote, bien sûr. Voilà. Je crois que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions. Qu'est-ce qui provoque les gaz? Vous avez tout un chapitre aussi sur les gaz. C'est vraiment un sujet passionnant. Ça mériterait de faire un diaporama uniquement sur les gaz,
tellement c'est passionnant. Donc, il y a tout un chapitre sur le guide Terre vivante de la santé du ventre, sur les gaz. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il y a, si vous avez beaucoup de gaz, la première chose à faire, déjà la clé, la première chose à faire, c'est de corriger le transit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ni diarrhée, ni constipation. Ça, c'est la première règle et c'est la règle la plus importante. Après, il y a des tas de pathologies qui peuvent donner un excès de gaz, comme les intolérances alimentaires. Et là, on rentre, pareil, dans des sujets qui sont extrêmement intéressants, extrêmement complexes et sur lesquels aussi vous avez effectivement des intolérances alimentaires dans le guide de la santé du ventre, parce que c'est vraiment encore un domaine pour ceux qui sont intéressés, qui est aussi mal. On aide mal les gens qui ont des intolérances alimentaires, c'est pas facile. Donc voilà, vous avez tout un document à l'intérieur. Donc c'est pareil, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est les intolérances, mais c'est passionnant. Les intolérances au lactose, les intolérances au fructose, les intolérances à l'histamine, les intolérances. Vous avez différents types d'intolérances qui sont très intéressantes à étudier, bien sûr. Et surtout, si on a un intestin un peu de type irritable, voilà, il faut chercher à éliminer d'abord des intolérances. Parce que là, on peut corriger. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je suis contente que ça vous a intéressé. Alors, dans les cas de Covid long, oui, on a remarqué des particularités sur le microbiote, bien sûr. Oui, tout à fait. Dans les cas de Covid grave aussi. Ce que je vous disais, il intervient partout. Donc, quand vous posez la question, vous allez trouver la réponse. Il intervient toujours dans toutes les pathologies et l'aggravation. Merci pour les compliments sur la santé du ventre. Merci, c'est très gentil. Alors, la hernie hiatale, vous avez vu que c'est mon dada un petit peu le reflux gastro-œsophagien parce qu'on arrive à soulager énormément le reflux gastro-œsophagien avec l'alimentation et la modification de l'hygiène de vie, c'est-à-dire la gestion du stress et des émotions. C'est très important. Et on a des super résultats, vraiment des résultats très rapides, etc. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Et donc, très important, par exemple, les reflux nocturnes, en une fois, on peut les supprimer. En une fois, c'est-à-dire il suffit simplement de changer le dîner, l'heure du dîner et la façon de dîner. Et dès le lendemain, il n'y a plus de reflux. Quand c'est des reflux de la journée, c'est toujours un petit peu plus délicat parce que souvent, il y a un côté alimentaire, un côté stress, etc. Donc, il faut gérer l'ensemble. Mais en tout cas, vous avez des livres spécifiques sur soigner le reflux naturellement qui est très, très, très complet. Et donc, si vous êtes embêté par cette hernie hiatale, parce qu'on peut très bien avoir une hernie hiatale et pas avoir de reflux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire bien soulager son reflux, même si on a une hernie hiatale. Donc, j'ai vu des tas de patients qui avaient des hernies hiatales et qui n'ont plus de reflux en modifiant leur alimentation et en travaillant sur la gestion du stress. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les meilleurs résultats que j'ai eus en termes de santé digestive, c'est quand on associe le traitement nutritionnel au traitement des émotions. Et là, on a des super résultats parce qu'en fait, vous savez qu'il y a un lien très important entre le cerveau et l'intestin. Et donc, si on joue aussi là-dessus, on a des résultats, notamment même dans les intolérances alimentaires, par exemple. Donc, il faut absolument s'intéresser à ça, à la bonne gestion du stress et des émotions. Il suffit de trouver quelqu'un de bien dans votre entourage qui pratique ce genre de technique et vraiment on a des super résultats. Voilà. Alors les FODMAPs, ouais, on a des super résultats avec le régime FODMAPs. Donc vous allez le trouver, ce régime FODMAPs, dans le guide de la santé du ventre, mais aussi sur Internet, ça, sur mon web. Donc si vous allez sur ivabien.fr, vous allez retrouver toute une fiche avec le fiche FODMAPs. Alors les FODMAPs, ce sont des sucres qui sont fermentés cibles, donc des fibres en fait. Et donc du coup, quand les gens ont des intestins irritables ou quand ils souffrent vraiment de leur intestin, c'est vrai qu'un régime faible en FODMAP, c'est intéressant momentanément. Pourquoi momentanément? Parce qu'en fait, ce sont les aliments protecteurs pour le microbiote. Donc on fait ce petit régime momentanément, on le fait 4 à 6 semaines maxi. Et après, surtout, toute la technique revient dans la réintroduction. Et cette réintroduction très progressive va permettre de mettre le doigt sur quelques intrus, en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup,
pour qu'on puisse après, à la fin, bénéficier d'une alimentation la moins réductrice possible. Alors très souvent, c'est gluten, laitage, qui sont dans le collimateur et plus que gluten, c'est souvent le blé moderne et donc avec des céréales ancestrales, on a de super résultats lors de la réintroduction, donc il faut pas hésiter à utiliser le kamut, le petit épeautre et cetera. Donc vous avez le régime faible en FODMAPs qui se trouve sur mon site internet et vous avez la méthode de réintroduction qui s'y trouve aussi et dans le guide de la santé du ventre aussi, voilà. Donc vous avez tout ça. Alors, vous allez venir à Toulon pour des conférences. J'y viens régulièrement. Donc, je fais régulièrement des conférences dans la région. Donc, vous inscrivez sur la newsletter si vous êtes du coin. Et vous aurez tous les mois à peu près, enfin, quand il y a des manifestations, vous aurez les informations en heure précise pour pouvoir avoir effectivement accès à ces conférences-là. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, comment utiliser les huiles essentielles en cas de SIBO? Je pense que là, c'est vraiment une affaire de thérapeute. Moi, je vous conseillerais de ne pas les utiliser tout seul et de vraiment, parce que les huiles essentielles, elles sont très, très, très fortes. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très efficace avec des effets secondaires. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre l'avis d'un professionnel de santé pour utiliser les huiles essentielles, surtout dans le cas d'un SIBO. Voilà. Donc, que vous preniez un petit peu de vous-même, un petit tri Ravinsara quand vous avez un petit épisode grippal, etc. C'est pas pareil. Mais là, dans le cas du SIBO, oui, je vous conseille d'utiliser. Alors, vous avez de plus en plus des thérapeutes qui sont quand même formés aux huiles essentielles et qui peuvent vraiment vous aiguiller, vous mettre sur le bon chemin. Je pense que par le biais de Physionautes, vous devez pouvoir avoir la liste de ces thérapeutes. Dans quel état est notre microbiote? Belle question. Alors, dans quel état est notre microbiote? Alors, j'ai fait un test, j'ai fait un autotest dans mon livre « Le guide de la santé du ventre ». Avez-vous une dysbiose? En fait, ce n'est pas très compliqué. Bien sûr, on pourrait faire des analyses. Pour l'instant, ce n'est pas si simple que ça, c'est coûteux. On n'a pas vraiment de normes, puisqu'on a vu qu'on était tous un petit peu différents au niveau du microbiote, qu'on ne partageait pas beaucoup d'espèces communes, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Et donc, pour l'instant, si ce n'est pas dans la pratique courante, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas de normes réellement officielles. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, bien sûr, de faire des études du microbiote, mais en tout cas, vous pouvez déjà savoir rapidement si vous avez un microbiote en bonne santé ou pas. Est-ce que vous avez un problème de poids? Est-ce que vous avez des problèmes de douleur articulaire? Est-ce que vous avez un problème de diabète? Est-ce que vous prenez des médicaments au long cours? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que voilà. Et quand vous énumérez tout ça, si vous répondez oui à une seule question, c'est sûr que vous avez un microbiote qui est déséquilibré. Un microbiote en bon état, ça les reflets d'une bonne santé. Donc, s'il se passe quelque chose, constipation, diarrhée, etc., c'est que le microbiote, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut l'aider à se modifier. Donc, moi, j'ai travaillé comme ça pendant longtemps, puisqu'en fait, c'est sûr que ça va évoluer. C'est sûr qu'on fera des dosages, des études de microbiote beaucoup plus fréquemment. Mais c'est vrai que c'est pratique aussi de travailler avec la clinique, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est évident que si vous avez des symptômes, vous avez un microbiote déséquilibré. Après, il ne faut pas oublier que les études de microbiote, c'est des études à un moment T, et que si vous changez des choses et que vous modifiez l'alimentation, par exemple, vous allez, il va falloir refaire cette étude du microbiote. Donc, c'est un petit peu complexe pour l'instant, parce que il va changer. Donc, c'est compliqué, c'est pas donné pour l'instant. Bon, ça va venir, c'est bien sûr. Ça va. Alors après, vous m'en posez de ces questions-là, spectre autistique, lié à maladie d'Hirschsprung. Franchement, j'en sais rien. Voilà, j'ai pas travaillé dessus, j'en sais rien. Je peux pas vous répondre sur ce que je sais pas. Candidose, candidose pour moi, c'est une super dysbiose, quoi. Enfin, voilà. Donc en fait, il faut traiter ça comme une dysbiose. Donc, un déséquilibre du microbiote. Il faut rééquilibrer bien tout ce microbiote. Voilà, donc je vois qu'Aurélie vous a mis le nom du site. Alors, quand on a des troubles anxieux et des troubles du sommeil, oui, c'est sûr qu'il faut
Il faut s'y intéresser hein, au microbiote, parce que moi, quand j'ai donné des probiotiques à mes patients, au départ, j'étais très surpris. Ils me disaient, oh, bah, depuis, je dors mieux, etc. Ah bon, bah, voilà. Et puis, petit à petit, on a compris que ça agissait sur, pas uniquement sur la sphère digestive. Donc, oui, le microbiote est important pour les troubles du sommeil, pour l'anxiété, etc. Oui, il joue là-dessus. Et les probiotiques peuvent aider, bien sûr. Tout à fait. Bah, écoutez, merci en tout cas de tous vos commentaires, c'est très gentil. Alors le chlorure de magnésium, bah, il faut y aller doucement, hein, parce que c'est quand même, ça donne de la diarrhée, donc moi je m'en sers pas trop. Je m'en ai servi à un moment donné, puis après j'ai arrêté parce que j'ai eu l'impression que c'était pas forcément utile, quoi, j'en avais pas forcément besoin. Merci, de toutes, vos petits mots gentils, hein, qui font très, très plaisir. Merci, merci. Bah, écoutez, j'espère que je vais vous retrouver pour ceux qui sont dans la région, aux prochaines conférences. Voilà. Donc, voilà, Bandol, Toulon, Marseille, etc. Ah oui, c'est souvent. J'en ferai une en octobre à Marseille, etc. Donc, voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon appétit. Si vous ne l'avez pas fait, surtout bichonnez bien votre microbiote, donnez-lui bien à manger pour qu'il soit heureux aussi et qu'il vous rende heureux. Voilà, au plaisir et à très bientôt. Merci de votre écoute en tout cas.